co-conceptrice de cette formation sur l'interculturalité, à laquelle Ancrage a pris part avec beaucoup de plaisir, puisque vous allez voir notre objet social, nos actions s'articulent parfaitement avec cette thématique de l'interculturalité. Ancrage, c'est une association qui a été créée en 2000 et qui milite au niveau régional, notamment sur l'inscription des mémoires de l'immigration dans le patrimoine national. Donc vous l'avez compris, l'objectif d'Ancrage, c'est de favoriser la valorisation des mémoires sociales et culturelles sur notre département et notre région, et en particulier celles relatives à l'immigration. Alors nos objectifs sont liés à nos actions, diffuser de ressources documentaires sur le phénomène migratoire, valoriser l'immigration comme processus majeur dans l'histoire du peuplement de notre région. Ces actions se déclinent donc, comme je vous le disais, à travers la diffusion de ressources documentaires. Vous pouvez retrouver tout ça très rapidement sur le site internet de l'association d'Ancrage. Ancrage est un centre de formation agréé et nous intervenons dans le cadre d'autres formations professionnelles, en ingénierie de formation notamment, et en accompagnant les acteurs qui ont des projets sur les questions mémoriales et patrimoniales et sur l'histoire des migrations. Le territoire qualifie les habitants et par retour, les habitants qualifient le territoire. Et voilà, ce sera mon mot de la fin. On va vous jouer une représentation qui est assez courte. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Vous avez le droit de lever la main et d'interrompre la scène, de dire stop. Et vous pouvez dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord de votre place, mais où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez aussi venir sur scène. Alissatou Ndiaye. Ah, je vois que vous nous amenez le soleil. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Madame Alissatou Ndiaye, vous m'avez amené un CV, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous cherchez un poste d'agent d'entretien, c'est ça? Non. De secrétaire. Ah, pardon, désolé. Vous venez d'un quartier chaud et... Et quoi? Et alors, croyez-en mon expérience, vous êtes grillé. C'est pas de ma faute, hein, et c'est de mon rôle que de vous tenir au courant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que votre dossier me semble complet. Je vous propose qu'on se revoie d'ici un mois pour faire le point sur l'avancée de vos recherches. Un dernier petit détail. Bon, je sais que quand vous allez aller à un entretien d'embauche devant un employeur, vous n'allez pas vous habiller comme ça, mais même ici, la prochaine fois que vous venez, essayez de vous habiller un peu plus, enfin je veux dire, un peu moins... On s'est compris, quoi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tous mes collègues n'ont pas la même ouverture d'esprit que moi. Au revoir, Madame Ndiaye. Au revoir. Alors, vous cherchez un poste d'agent d'entretien, c'est ça? Non, si vous regardez le CV, il y a écrit secrétaire. Ça serait bon de lire le CV. Quand je porte un boubou, je suis forcément agent d'entretien. Vous m'avez enfermé dans mon boubou et dans une catégorie. Non. Parce que j'habite Cité Fond-Vert? C'est un problème? Je vais mettre que j'habite chez ma grand-mère dans le 12e, ça va? J'ai un diplôme algérien, bac plus 5. Mais à chaque fois, quand j'ai un entretien à Pôle emploi, ils me proposent de changer. Voilà. Pourquoi dans la collectivité? Pourquoi l'éducation nationale? Pourquoi si? Et si vous ne trouvez pas, allez-y, agent d'entretien. Pour moi, un conseiller ne doit pas se tenir comme ça, à l'aise sur une chaise, s'allonger. Et on dirait qu'il est en train de prendre un café. C'est pas que je mets un djellaba ou un foulard ou quoi, ça empêche de travailler. C'est le travail qui compte. Il faut que la France respecte les gens. On peut, si on est d'accord avec ça, prendre la tenue classique. Puis, une fois qu'on a embauché, essayer de changer le regard et la représentation des personnes parce que justement on a démontré ses compétences et du coup l'employeur qui était réticent au départ va trouver qu'effectivement vous travaillez bien et ça changera de l'intérieur. Vous avez une présentation à voir, vous avez aussi une façon de vous tenir, y compris pour le gars qui se trouve de l'autre côté, qui est l'agent de la NPE. Je pense que les choses devraient être dites clairement. On ne va pas copier le cordon ou changer notre culture, nos racines pour un travail ou pour faire plaisir aux autres. Le professionnel, il est aussi démuni. On voit bien qu'il n'a pas les
les bons mots pour l'exprimer. Et ça, je pense que c'est une réalité aujourd'hui dans le travail social en général, d'avoir des difficultés à parler de la différence. Pourquoi nous, dans nos pays d'origine, il y a des gens qui ne sont pas cultivés, ils sont avec des jeans troués, avec des boucles d'oreilles. Il y a des sœurs avec des habits comme ça, ils sont acceptés. On a envie de porter un chapeau, et bien qu'on le porte. On a envie d'être tout nu, et bien qu'on soit tout nu. On a envie de porter une casquette, qu'on la porte. Il y a après un certain nombre de réalités sur lesquelles il faut se conformer. Parce qu'effectivement, un employeur, il va vouloir, pour telle situation de travail, qu'effectivement, il y ait tel ou tel comportement. Il est comme ça dans cette agence-là. Mais je ne suis pas vraiment d'accord pour dire que tous les accompagnateurs à l'emploi sont comme ça. Pourquoi attendre un mois alors que la personne qui est en face de la chômeuse, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'elle ne met pas dans sa tête qu'elle a un emploi et qu'elle est en face de quelqu'un qui n'a rien et qui est désespéré? Pourquoi on suppose que, selon la façon qu'elle a de s'habiller, elle va systématiquement se présenter comme ça dans un emploi? Et non, je te l'ai expliqué hier, il faut absolument que je vienne aujourd'hui. Allez, je te ramène chez toi. Non, c'est bientôt à moi. Numéro 46, bureau B. Ah ben tu vois. Bonjour madame. Bonjour, asseyez-vous. Madame, il me faudrait votre feuille maladie datée du 26-02. Mais puisque je vous le dis que c'est le problème, elle vous l'a déjà envoyé. Bon, excusez-moi, mais est-ce que vous avez vu la feuille qu'elle a envoyée, vous? Madame, il me faut votre feuille, petite feuille, orange, orange. Non, mais je me suis pas trompée, je suis sûre de vous l'avoir déjà envoyée. Ah, mais vous parlez français, vous auriez pu le dire avant. Vous pouvez enlever vos lunettes, vous risquez pas d'avoir un coup de soleil ici. Non, mais je préfère pas, j'ai horriblement mal à la tête là et la lumière en rajoute. Je vois. Tu vois quoi exactement? Bon, monsieur, je vais vous demander d'attendre votre sœur dehors. Pardon? S'il vous plaît. Madame, vous savez, il y a des associations qui peuvent vous aider si vous êtes victime de violence. J'ai vraiment horriblement mal à la tête, je préfère revenir lundi. Au revoir. L'agent d'accueil, elle était un petit peu, comment on va dire, influencée par la présence des deux personnes. Parce que le monsieur a pris tout de suite la parole, donc elle a dû se dire dans sa tête, elle ne sait pas parler français. Et peut-être qu'elle a trop attendu pour faire sortir le monsieur. En tant qu'employé et qui a une mission, et donc lui demande si elle a reçu un papier. C'est une simple question. Donc déjà se centrer là-dessus, parce que c'est peut-être ça le plus important. Moi, en tant que blanche, si j'arrive avec mon frère et que mon frère est un peu excité, je ne pense pas qu'elle virerait mon frère qui est blanc. Il faut vraiment faire attention sur les projections et les fantasmes qu'on peut avoir sur les personnes, surtout les préjugés racistes. Pour gérer une situation de conflit qui est minime, posez la question, est-ce que votre frère est indispensable? Amenez de l'aide à ceux qui sont venus vous voir et non pas le contraire. Et puis, essayez de gérer. Vous voyez qu'il y a une situation un peu conflictuelle. Essayez de gérer les conflits. Lui, le frère, il pourrait peut-être se présenter en disant, voilà, je viens pour soulager ma sœur. Je pense que c'est un frère qui est très inquiet par rapport à sa sœur. Et c'est peut-être juste maladroit. C'est peut-être pas si critique que tout ce qu'il en découle après. Faire redescendre d'un niveau la tension juste en reposant peut-être un cadre tout bête sur qui est qui et pourquoi ils sont là. L'employée de la Sécu, je me demande si elle n'est pas adhérente à Ni pute ni soumise, parce qu'elle a un discours, elle a une représentation des grands frères qui était celle de Fadela Amara, qui a été catastrophique pour les jeunes des cités. C'est l'homme qui prend la parole directement et qui s'estime, dans le cas qui nous occupe, là, avoir davantage le droit de parler que sa sœur, et en même temps qui se sent investi de ce droit de parler, et en même temps qui a la certitude d'avoir davantage de connaissance du dossier de sa propre sœur plutôt qu'elle-même. Si elle a une cliente avec un dossier, un numéro, sa cliente première, c'est elle,
et du coup de vérifier si la dame ne voit pas d'objection à ce que le monsieur participe. Je pense qu'à la sécurité sociale, on doit avoir pas mal l'habitude que les gens sont accompagnés. Ça devrait être à peu près normal de demander pourquoi vous êtes là, monsieur, vous accompagnez parce que votre sœur est malade. Il me semble que ça me paraît quelque chose d'assez naturel dans un bureau de sécurité sociale. Et justement, comme tu le disais, les enjeux de papier d'administration pour les remboursements, les paiements, c'est des enjeux qui sont effectivement énormes. Je rebondis sur l'intitulé de la formation, c'était bien comprendre les phénomènes migratoires et agir sur nos représentations. Donc comme l'a dit Jérôme, c'est déjà de se questionner, hein, d'ouvrir un champ de réflexion qui n'était pas forcément évident de part et d'autre, hein, de réinterroger la posture du professionnel, mais aussi sa propre posture, sa façon de se présenter, la façon aussi de se penser, de se revendiquer. Après, vous parliez de solutions. Quelles sont les solutions ? En tant que juriste, je pourrais vous dire il y a des solutions juridiques. On peut porter plainte à tout va, hein, pour les faits de discrimination. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on ne peut pas, en amont, essayer de justement faire en sorte qu'il n'y ait pas ces préjugés, ces processus discriminatoires ? Ces histoires de représentation, ce n'est pas simplement dans les relations interpersonnelles, mais c'est dans tout le système. Notre intitulé, eh bien, il donne cette image-là. On est dans la même relation que les particuliers, les professionnels. On subit aussi ces images d'une association qui s'adresse aux femmes, pas aux hommes, qui s'adresse qu'aux femmes victimes, pas aux femmes qui réussissent, et qui est dans un champ très restreint. Donc moi je pensais que c'était important de dire que au quotidien, on est obligé de corriger le tir, de dire que non, on a une démarche d'égalité, qu'on s'adresse aussi dans le domaine de l'emploi. Dans les représentations, dans les images qu'on peut donner, c'est vrai qu'on représente un peu une institution, alors qu'on est quand même une association, loi 1901, avec les mêmes modes de fonctionnement que les associations. Pour Ancrage, je dirais que le premier écueil pour ce qui nous concerne, c'est d'être assimilé à une association communautaire. Mais ce n'est pas notre cas, puisque ce qui fait l'intérêt de notre projet associatif, c'est précisément d'inscrire, comme je vous le disais auparavant, la question de l'histoire des migrations comme un patrimoine national. Moi, je suis référente famille dans un centre social. Je me suis rendu compte, en fait, de par la commande institutionnelle, de par les différents dispositifs qui sont mis en place, on a tendance, en fait, à mettre les gens dans des cases. On ne parle plus d'hommes, de femmes, d'habitants, mais de personnes isolées, de femmes seules avec enfants, donc de familles monoparentales. On est censé travailler sur de la mixité, en centre social, on est là, on est ouvert à tous, et en fait, on se retrouve à mettre des étiquettes sur les personnes à partir du moment où elles franchissent la porte du centre. Enfin, on essaie d'éviter au maximum, mais la force, la pression institutionnelle, des fois, a tendance à nous faire rentrer les gens dans un moule, à les catégoriser, et donc du coup à rentrer clairement dans du stéréotype de genre, de classe. Et c'est pas toujours simple de se battre contre ça. Nathalie, elle est accompagnatrice à l'emploi et déplore de manière générale un manque d'analyse, de temps de concertation, de réflexion et d'analyse des pratiques professionnelles pour s'enrichir des pratiques des uns et des autres et avoir un lieu où poser ses difficultés. Elle essaie d'être attentive à la différence des cadres de référence qui peut exister entre les professionnels et les bénéficiaires et aux représentations liées à la méconnaissance de l'autre. Elle applique une méthode d'entretien centrée sur la personne pour accueillir la différence de l'autre, l'entendre et la comprendre. Moi, ça me paraissait quand même important, en tant que CIDF, de rappeler qu'on n'est pas que dans de la représentation, on est bien aussi dans des situations d'inégalité et qui touchent particulièrement les femmes. On vous invite à regarder tous les chiffres, ils sont sur le site internet du CIDF, hein. Mais si vous regardez les familles monoparentales, tout le monde le sait, majoritairement ce sont des femmes. De plus en plus, on parle de familles économiquement pauvres, c'est-à-dire des familles dont la personne travaille. 70%, ce sont des femmes qui sont concernées par ces situations. Donc ce n'est pas des petites inégalités.
Si on voit les secteurs d'activité dans lesquels les femmes sont positionnées, et là ça fait aussi écho à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est aussi un nombre très restreint de secteurs d'activité. Les temps de partiel, l'éloignement, on a parlé des transports, mais tout ça, c'est tout un système qui est enchevêtré et qui intervient et qui majoritairement pénalise quand même les femmes. Donc on ne peut pas non plus faire comme si on était dans simplement de la représentation. Alors après, effectivement, on peut croiser aussi avec les femmes supposées issues d'origine étrangère ou pas, et puis avec d'autres femmes. On a parlé des différences qu'il y a entre femmes. On voit de plus en plus, c'est l'avantage des chiffres, de différences sur le niveau social et l'impact de l'activité professionnelle selon effectivement la zone d'habitation. C'est vrai qu'on a parlé du ressenti jusqu'à présent, mais il faut bien savoir que ce ressenti, il se traduit en chiffres concrètement et que ça donne effectivement des atouts pour défendre un peu plus d'égalité concrètement. Quand on parle des différences d'accès à l'emploi, oui, c'est les femmes qui sont plus impactées, mais on peut aussi croiser avec les questions de transport, parce que ce sont aussi les femmes qui utilisent plus souvent les transports en commun. Et si les transports en commun sont moins également répartis dans la ville, eh ben c'est encore un impact pour les femmes. L'objectif, c'est de continuer à discuter avec les personnes qui sont présentes selon leur propre situation et pour montrer peut-être un petit peu les difficultés dans lesquelles des fois on se trouve en tant que structure quand on essaye d'avancer dans des démarches d'égalité. Ce sont toujours les groupes dominants qui imposent ce qui est bon, ce qui est la norme. Il me semble qu'on a quand même une place professionnelle où on doit trouver des modalités pour les interpeller, ces normes, et les ouvrir. Il est quand même bon de rappeler qu'en France, nous sommes aussi héritiers de politiques publiques qui sont des politiques publiques territorialisées et que c'est la seule façon qu'on ait trouvé, je dirais d'une certaine manière, d'objectiver la plupart du temps des politiques qui soient justes, qui soient égalitaires, qui soient... Est-ce qu'elles sont toujours adaptées? On voit bien que non. Les associations, justement, c'est ce qui fait que les personnes ne s'isolent pas. Quand on s'isole, on perd tout contact. On perd le contact, on n'apprend pas à parler, on n'apprend rien, pour ainsi dire, on régresse. C'était une journée riche. J'ai entendu beaucoup de choses passionnantes. Beaucoup de choses où deux dimensions se sont en permanence entrecroisées. Une dimension qui questionne la question de l'égalité, des égalités, questionnement qui, je vais y revenir, qui renvoyait sur la question des cultures, des identités, des différences, des catégorisations, des modèles d'intégration, et l'autre dimension qui était omniprésente et qui a été sans doute la plus poignante, ça a été celle des vécus et ce qu'on a appelé les ressentis, qui étaient exprimés à travers un certain nombre de témoignages. Le ressenti est effectivement individuel, c'est ce qui arrive en bout de chaîne et qui est le résultat des représentations sociales qui nous sont, avec lesquelles nous fonctionnons. Comment prendre en charge l'altérité, c'est-à-dire le rapport à l'autre? Dès qu'il s'intègre totalement, dès qu'il disparaît dans la société, il est comme les autres, il n'est plus un autre. C'est le fait d'être un même sans être tout à fait un autre, je crois, qui pose fondamentalement problème. Longtemps, la catégorie de race a été dominante. A-t-elle disparu pour autant depuis qu'elle a été remplacée par l'ethnie? Ceux qui viennent de pays, notamment d'Afrique, ont forcément une origine ethnique. C'est ce type de construction tend à enfermer et un enfermement qui ensuite va déboucher sur « ok, vous vivez dans votre coin et vous n'embêtez personne » ou alors vous défaisez de vos héritages et vous intégrez en disparaissant dans la société française. Ce modèle d'intégrer la société par disparition, c'est le modèle qui a fonctionné durant tout le XXe siècle. La vraie question n'est pas tant de est-ce qu'une société doit ou pas accepter des différences. La vraie différence, c'est de savoir pourquoi certaines différences se transforment en inégalité sociale. Et le véritable combat, il est à ce niveau-là. Donc comprendre les différences,
pour refuser les inégalités qui peuvent être produites à partir de là. Je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup avancer les choses. Cette capacité que vous avez à agir en comprenant ces évolutions-là, en évitant donc cet écueil de réducteur, mais l'autre écueil aussi, hein, c'est l'écueil l'angélisme. Il y a effectivement un travail pédagogique, mais un travail d'imposition ou d'injonction serait effectivement très très néfaste et très négatif. Je crois profondément en la qualité du travail associatif. Ce type de journée y participe. Et si le débat a pris une telle intensité, c'est qu'effectivement les lignes elles bougent. C'est que cet ancien modèle qu'on nous a présenté comme étant, que certains présentent comme le modèle républicain idéal, ce modèle-là est en train d'évoluer. Vous participez à sa prise en charge et à son évolution. Les populations concernées par les inégalités sociales, c'est effectivement votre public, et c'est avec ce public et c'est ensemble que se construit ce lien social et que les choses avancent. On peut critiquer ce qui a été fait dans le passé, mais je dirais ceux qui ont agi par le passé l'ont fait avec les moyens peut-être qu'ils avaient à l'époque. À l'heure actuelle, cette bienveillance, elle devrait laisser la place à quoi ? Moi, je crois que c'est repenser la citoyenneté. Que le vrai débat, il est donc dans ce travail sur la citoyenneté. Alors, c'est une citoyenneté réelle, même si elle n'est pas encore une citoyenneté politique pour une partie de la population. Je n'ai pas de recette à donner. Je sais que là-dessus, vous êtes beaucoup plus fort que moi, puisque c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes au contact quotidien des populations, et c'est vous qui inventez au quotidien ces formes de rapports directs. Les problématiques du XXIe siècle ne sont pas les problématiques de la première ou de la deuxième révolution industrielle. Et tout ça explique ces changements sociétaux auxquels nous assistons et effectivement, qui redistribuent un certain nombre de cartes sans enlever, attention, sans enlever la question sociale qui reste centrale. La Marche mondiale, elle a réussi à définir un certain nombre de valeurs pour je ne sais pas, un nombre incalculable de pays qui ont réussi à se mettre d'accord ensemble sur des valeurs à défendre avec des cultures totalement différentes, des situations géographiques, économiques différentes. Et comment, peut-être à une petite échelle, on peut réussir à faire ça entre nous. Pourquoi s'adresser uniquement aux femmes ? Si on veut vraiment l'égalité, il faut la vivre, il faut la penser, il faut la construire au quotidien et avec les hommes. On est être humain, on est femme, on est homme, on est des gens, un genre, oui, mais construisons ensemble tout le temps, même en tant que féministes. C'est vraiment la révolution des sciences humaines que nous vivons. Ça a commencé les études de genre il y a à peu près 30-40 ans. Et maintenant, on ne voit plus l'histoire du théâtre pareil, l'histoire de la littérature pareil. Voilà, ça a transformé le regard. C'est étonnant, quoi. Je reviens du Forum social mondial de Tunis et j'ai eu le grand plaisir de discuter avec des femmes démocrates tunisiennes qui toutes m'ont rappelé Simone de Beauvoir. Voilà. Alors ça, je pense que ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a une transmission qui se fait. C'est vrai que si vous ne connaissez pas l'histoire des femmes, vous ne pouvez pas imaginer les souffrances qu'elles ont endurées et pourquoi des centres comme les nôtres ont été créés, comme le CIDF, du moment où je suis CIDF. Les femmes commencent à être debout, mais ce ne sont que les femmes qui ne sont pas ignorantes. Moi, c'est mon frère footballeur, né en Tunisie, qui m'a offert le deuxième sexe, qui me dit « ce n'est pas parce que tu es une fille, que tu es dans une famille arabe, que nos parents sont pratiquants musulmans, que tu dois faire pareil. Tu es avant tout fille alsacienne, éduquée, machin chose, vis ta vie. Ne nous coupons pas de l'humanité dans son universalité.